Ministre d'État, ministre de la Justice, et bienvenue à ce nouvel exercice de redevabilité où nous allons essayer de faire le tour des actions que vous avez entreprises depuis votre arrivée dans ces secteurs stratégiques. Nous aurons l'occasion de faire le point sur plusieurs initiatives, notamment que ce soit en ce qui concerne les réformes que vous avez engagées, mais aussi sur le front judiciaire qui va nous permettre de faire en sorte que ceux qui commettent des crimes puissent en répondre. Mais en premier, avant que nous ne puissions rentrer dans les vifs du sujet de ce soir, je voudrais revenir sur ce que nous avons fait à Luanda cet après-midi. Je reviens de Luanda où j'ai accompagné le président de la République qui est retourné en Angola à l'invitation du président João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, pour discuter justement de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et de la nécessité de poursuivre les efforts pour ramener la paix. Au terme des échanges avec le président de la République, le président Lourenço a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'initiative des Luanda n'est pas une initiative qui vient remplacer celle qui existe déjà de Doha avec les fils, le M23, et de Washington avec le père, le Rwanda. Et donc c'est en tant que président de l'Union africaine qu'il a pris cette initiative dans l'espoir que des efforts combinés puissent permettre à nos populations dans l'est de la République démocratique du Congo de recouvrer la paix. Je voudrais, avant que nous ne puissions entrer dans les vifs du sujet aujourd'hui, écouter la réaction du président de la République après la déclaration qui avait été lue par les autorités angolaises, marquant l'engagement du président Lourenço dans cet appel au cessez-le-feu. Je vais commencer d'abord par remercier le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix. Voilà, le président Lourenço qui est reconnu comme champion de l'Union africaine pour la paix. Nous aurons sûrement l'occasion de pouvoir revenir sur cette actualité avec d'autres détails. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Justice, je vous remercie de vous prêter à cet exercice de redevabilité. Je sais que ce matin, dans le cadre de votre action, vous étiez à côté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour des audiences foraines, notamment en ce qui concerne la lutte contre la criminalité à Kinshasa. Et donc, vous avez non pas seulement la lutte contre la criminalité avec travers son volet judiciaire, mais d'autres éléments de réforme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces stades des réalisations ou tout au moins des chantiers que vous avez commencés dans les secteurs de la justice? Vous avez la parole. Monsieur le ministre de Mouyaya, d'abord je voudrais remercier tous les journalistes d'avoir répondu à cette invitation. Cela démontre de l'intérêt que vous portez à l'action du gouvernement dans un secteur aussi sensible et stratégique que la justice. Il y a quelques mois, j'étais ici devant vous et je m'ai présenté pour la première fois pour vous décliner les priorités dans le domaine de la justice. Et ces jours-là, j'avais pris un engagement solennel, c'est contribuer aux efforts de transformation de la justice, non pas par des discours, ça c'est important, mais par des actes mesurables et irréversibles. Et bien sûr, cet engagement s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mise en œuvre par le gouvernement dirigé par Madame son Excellence, Madame la Première ministre Siminois. Cette vision que j'avais partagée avec vous reposait sur un principe fondamental, c'est-à-dire que sans justice crédible,
il n'y a ni paix durable, ni sécurité juridique, ni développement économique. Et pour ça, j'avais tracé ce que je considérais être la méthode. Et ma méthode était simple, c'est-à-dire que la proximité, la fermeté et les résultats. Donc depuis ma prise de fonction, j'ai imposé une méthode claire, d'abord une concertation interinstitutionnelle, parce que c'est important lorsque vous êtes dans le secteur de la justice, vous devez aussi avoir cette concertation interinstitutionnelle et aussi interministérielle, puisque dans le cadre de la solidarité gouvernementale, j'ai régulièrement des réunions sur des aspects qui concernent la justice avec mes collègues. Proximité, parce que je m'étais dit que j'étais le ministre des proximités, donc il fallait être proximité avec les populations, parce qu'en fait, nous sommes redevables devant la population et aussi proximité vis-à-vis de l'administration. Bien sûr, tolérance zéro face à l'impunité, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui dans le cadre des audiences foraines, et bien sûr, redevabilité permanente. Donc, cette méthode s'est traduite par un plan d'action structuré autour des 5 piliers stratégiques qui guident, bien sûr, chacune de nos décisions. D'abord, je commence par la lutte contre l'impunité et les crimes graves. Et donc, d'abord, l'élément le plus important sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, puisque nous sommes en guerre, une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Ça, c'est important puisque lorsque la paix sera revenue, donc tous les actes qui ont été posés par ces groupes armés ne seront pas reconnus. Donc, zéro reconnaissance juridique des actes d'une rébellion armée. Ça, nous avons protégé ce que je considère comme notre souveraineté. Dans le même registre, j'ai donné une dizaine d'injonctions emblématiques. Il y a eu plusieurs, mais il y en a plusieurs, ont été adressées aux juridictions, aussi bien civiles, militaires, pour la poursuite des auteurs de crimes. Et là, c'est très important puisque les injonctions emblématiques ont touché ce que la population considérait dans un premier temps comme des intouchables. Aujourd'hui, tout le monde, chacun qui commet des infractions, quel que soit son rang, il sera tenu responsable. Bien sûr, cela a été renforcé par la diplomatie judiciaire qui a apporté plus de crédibilité dans nos actions. Donc, par exemple, des commissions rogatoires, dont certaines en attente depuis 11 ans, ont été traitées. Et ça a donné beaucoup plus de crédibilité. Et bien sûr, il y a une dizaine d'accords de coopération pour renforcer, bien sûr, l'entraide judiciaire et faciliter les commissions rogatoires ont été finalisées et certains sont en cours. Donc, nous avons aussi appliqué le principe de la courtoisie judiciaire avec plusieurs pays, parce que vous savez que... Vous savez qu'en tant que pays, nous avons les obligations de répondre aux requêtes qui viennent d'autres pays. Donc, la courtoisie judiciaire avec plusieurs pays a permis le transfèrement des détenus et nous ferons jouer les principes de la réciprocité pour la situation de nos ressortissants dans les pays concernés. Donc c'est important qu'à travers la justice, parce que nous avons quand même des ressortissants qui sont en prison dans ces pays-là, et si on demande le transfert, il faut que nous puissions aussi appliquer le principe de la réciprocité. Des dossiers ciblés actuellement en instruction, tant au niveau national qu'international, ça c'est important. Sur le plan disciplinaire, je vais vous donner quelques chiffres. Plusieurs dénonciations émanant de justiciables et des avocats ont été traités. Pareil, nous avons reçu 324 dossiers ouverts à charge des magistrats, dont certains ont été condamnés à des peines disciplinaires et d'autres condamnés au pénal. Et bien sûr, il y a eu des révocations de poursuites et des poursuites pénales ont été prises, traduisant ici une nette rupture avec la culture, effectivement, de l'impunité. J'ai eu des contacts avec les différents bâtonniers pour que ceux qui participent dans la chaîne criminelle puissent être tenus responsables. Donc, des avocats, huissiers de justice, autres membres du personnel judiciaire impliqués dans ces actes-là n'ont pas été épargnés. Deuxième élément, c'est la lutte contre la corruption et la spoliation. Ici, je vais donner juste d'abord la lutte contre la corruption.
a été institutionnalisée. C'est l'une de notre priorité. Je donne juste quelques chiffres pour étayer ce que je suis en train de dire. Nous avons reçu plus de 400 dénonciations émanant des institutions étatiques, y compris des ministères, et de particuliers ont été réceptionnés en cours de traitement. Donc 30% concernent les biens fonciers et immobiliers de l'État. Je donne l'exemple, replaçant le ministre de la Justice auquel la lutte contre la corruption et la spoliation. À cet égard, 13 injonctions encore emblématiques, formelles, adressées au procureur général après la Cour de cassation sur ces dossiers sensibles liés à la spoliation immobilière et à la fraude. Et ça, c'est la spécificité. Donc, il n'y a pas seulement donc, il y a eu des injonctions sur la fraude minière. Vous savez, c'était une chaîne qui regroupe aussi bien le personnel civil que le militaire. Donc, ceux-là vont aussi, ils vont aussi faire la justice. La pollution environnementale, pour la première fois, les infractions liées à l'environnement, ils sont commises par une société. Et je crois qu'on a donné une injonction et je crois que la société a commencé à faire des efforts déjà pour indemniser, mais cela n'exclut pas la responsabilité pénale. Donc et pour ça, l'impunité, bien sûr, des propriétés injustement dépossédées ont été réinstallées, parfois après plus de 10 ans de procédures frauduleuses. Et aujourd'hui, le barreau a annoncé la radiation d'un avocat qui avait arraché, bien sûr, une maison à une pauvre maman. Et quand cette pauvre maman est venue me voir au bureau, j'ai pu avoir des réunions avec le bâtonnier et je suis très heureux de voir que cela a été fait, donc il a été. Donc, pour lutter contre la spoliation, un cadre permanent de concertation intersectorielle a été mis en place avec le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et des Travaux publics, infrastructures, et l'Agence de protection du patrimoine immobilier de l'État. Donc, au niveau gouvernemental, il y a là, ce que je peux dire, une action conjointe pour lutter contre ces phénomènes de spoliation, parce que la plupart, je n'ai pas de statistiques exactes à cet égard, mais la plupart des dénonciations que nous recevons au ministère, la plupart des cas devant les causes des tribunaux concernent la spoliation immobilière et foncière. Donc nous nous trouvons dans une situation d'insécurité totale et pour cela, nous devons être très fermes et je pense qu'on va continuer. Et là, je me réjouis que de la promulgation de la loi scellée, de la collègue Sélé, qui a été promulguée et qui va mettre l'accent... Madame Onès Selewi, la ministre des Affaires foncières. Oui. Et effectivement. Et la particularité de cette loi, c'est que, pour la première fois, il y a la responsabilité pénale individuelle des conservateurs de titres immobiliers, ainsi que d'autres agents, si ils sont impliqués dans la chaîne de la spoliation. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour cette raison-là que nous allons, le cadre permanent va faire en sorte que nous puissions effectivement protéger nos citoyens contre ces phénomènes de spoliation. Justice de proximité, je peux éventuellement dire que j'ai effectué, depuis que j'ai pris fonction, j'ai visité une vingtaine de localités dans 6 provinces et qui ont bénéficié d'une itinérance. Ça, c'est extrêmement important puisque vous ne pouvez pas faire des réformes si vous n'allez pas à l'écoute, si vous ne faites pas l'évaluation de besoins. Et cela a été important et ça nous aide à comprendre la question du désert judiciaire qui frappe nos populations et aussi le besoin des magistrats, etc. Sur le plan carcéral, nous avons, et ça c'est important de le dire, c'est que nous avons reçu 800 dossiers des demandes de libération conditionnelle de détenus et nous les avons examinés. Et c'était important que nous puissions mettre de l'ordre parce qu'avant cela, il y a eu des gens qui ont commencé à financer ces opérations pour qu'ils puissent libérer des personnes qui n'étaient pas détenues. Après examen, donc il y a eu 270 détenus qui ont bénéficié de libération conditionnelle rigoureuse, strictement encadrée par la loi. Sur le plan de la chaîne pénale aussi, je peux dire que nous avons contribué à la formation des 100 officiers de police judiciaire
qui ont été nommés et déployés. Pour restaurer la crédibilité et la légalité des actes et documents délivrés par le ministère de la Justice, parce que c'est important que les documents qui sortent de notre pays puissent être revêtus du sceau de la légalité, de la crédibilité et de la légitimité. Aujourd'hui, les questions, les papiers, les documents qui sortent de chez nous, ça donne ça. J'ai abrogé le permis de culte qui avait été instauré parce qu'il n'était pas légal. J'ai mis en veilleuse la commission de visa d'exécution des décisions judiciaires parce que ça donnait l'impression d'être un troisième degré de juridiction, et il y avait aussi des questions de corruption là-dedans. Donc on a supprimé ça. J'ai mis aujourd'hui un système de traitement de délivrance des documents officiels, certificat de nationalité, personnalité juridique, légalisation des actes rigoureux permettant l'authentification et la crédibilisation. Bien sûr, à cet égard, 235 certificats nationaux de nationalité, une dizaine d'arrêtés personnalité juridique ont été signés. Bon, je peux dire aussi qu'au niveau interne, quand je suis arrivé, le cabinet ne fonctionnait pas avec l'administration. Donc c'était très important que nous puissions travailler comme une équipe, puisque le cabinet est passager. Donc demain, je peux ne pas être ministre. Il faut que l'administration fonctionne. La première chose que j'ai fait, c'était de dépolitiser le ministère. Quand je suis arrivé, c'était un ministère comme un parti politique. Ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il fallait absolument que nous puissions faire en sorte que l'administration soit impersonnelle. On ne fait pas la politique dans l'administration. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Bon, le dernier dossier, je vais répondre à certaines questions, c'est les dossiers des FIVAO. C'est un dossier qui a coulé beaucoup d'encre. Il y a des cas de corruption qui continuent. Il y a eu déjà quelqu'un qui a été condamné à cet égard. Et nous avons effectivement réceptionné pour la première fois 19 millions. Et comme il y a encore d'autres cas, je pense qu'il y aura... J'ai donné des injonctions pour qu'on puisse encore, traduire en justice ceux qui sont encore impliqués. J'ai réinstallé le comité Marabout et envoyé effectivement des lettres pour que ça... Enfin, en termes de 2026, d'abord, nous allons essayer d'adopter une nouvelle politique nationale de réforme de la justice en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il y aura un déploiement progressif de 2500 magistrats. Nous allons accélérer des réformes législatives. Bientôt, il y aura une ordonnance-loi qui va être signée pour la création d'un tribunal pénal économique et financier. Bien sûr, les poursuites vont s'intensifier contre la corruption et les crimes graves. Et bien sûr, il y a le lancement effectif des travaux de construction et de réhabilitation infractionnaire, etc. Donc, en guise de conclusion, je peux dire que ce n'est pas nécessaire pour moi de faire du populisme judiciaire. Un ministre de la Justice ne peut pas. Le lieu de la justice, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Et donc, il faut appliquer la loi, appliquer la politique gouvernementale telle que voulue par le président de la République et la Première ministre. Et c'est ce que je fais. Donc, ceux qui me reprochent de ne pas parler, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. J'appliquerai la loi et je parlerai quand c'est nécessaire, comme aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le ministre, de ces tours d'horizon qui partent justement de la situation d'abord dans l'Est, parce qu'il y a des actes qui sont posés et que les Congolais qui y sont doivent savoir que des actes sont de nul et de nul effet, mais aussi de d'autres réformes que vous avez portées au niveau du ministère de la Justice. Évidemment, les défis, les chantiers sont grands par rapport à l'immensité du pays, mais il y a une volonté politique qui fera que nous pourrons atteindre des résultats. On va commencer la série des questions avec Madame Joséphine Mawete. Monsieur le ministre de la Justice, je reviens une fois de plus sur la question liée à l'impunité et à la corruption. Vous avez évoqué certains points qui dénoncent selon vous des avancées.
Est-ce que pouvez-vous nous dire concrètement en quoi ces actions traduisent une réelle rupture avec ces pratiques du passé? Parce que les peuples se plaignent encore que les pratiques liées à la corruption et à l'impunité continuent. Et la deuxième question, elle est liée à l'accès des citoyens à la justice. En matière d'accès à la justice, notamment pour les populations les plus vulnérables, quelles avancées tangibles ont été réalisées? Parce qu'aujourd'hui, les phénomènes Koulouna fait encore ravage. Et comment les victimes sont-elles au fait bénéficiaires de cette justice dont vous êtes le patron? Et une question d'actualité, Monsieur le ministre de la Communication, s'il vous plaît. Goma a connu ces jeudis une ambiance funèbre avec la cérémonie organisée par le M23 AFC. Et selon eux, ils étaient en train d'enterrer des victimes qui sont tombées avec les frappes menées par les FARDC. Avez-vous un commentaire dessus? Merci pour vos questions. Bon, écoutez, le premier commentaire, c'est d'abord de dire toute notre compassion, notre solidarité à nos populations qui sont victimes de ceux qui gouvernent par crime. Et puis, c'est tellement odieux que ceux qui sont reconnus comme sèmeurs de la mort et de la désolation s'autorisent, c'est le fils qui imite sûrement le père, de faire une propagande autour des obsèques. La première chose, mais sur Goma, il y a beaucoup à dire. Je pense que j'avais fait un tweet à ces propos cet après-midi pour dire que d'abord, on n'oublie pas qu'en 4 jours, 10 000 compatriotes ont été tués. On n'oublie pas qu'en juillet, plus de 300 compatriotes de la communauté Hutu principalement ont été massacrés. On n'oublie pas qu'entre Camagnola et Ouvira, en quelques jours, 1500 compatriotes ont été massacrés. On n'oublie pas non plus ceux qui tuent des innocents parce qu'il y a des contradictions, ceux qui se tuent entre eux parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Alors, lorsque ceux qui sont reconnus comme tels s'autorisent à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste le paroxysme de l'indécence et de l'inhumanité. Comment vous pouvez penser organiser un événement de propagande, parce que nous avions déjà appris de bonnes sources ce qui se préparait, interdire aux uns aux autres d'enterrer leurs morts, parce qu'il y avait besoin de faire ces shows, malheureusement, sur des compatriotes qui sont morts. C'est que les Congolais doivent retenir, et c'est ce qu'on disait un peu en liminaire ici, parce qu'il n'y a aucun acte posé dans ces contextes par ces criminels qui restera impuni. Ce que les Congolais doivent retenir, c'est que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés non seulement que nous sommes des cœurs avec nos compatriotes de Goma, de Bukavu, de toutes les parties qui sont sous occupation, mais nous sommes aussi solidaires de leur courage, de leur bravoure, parce qu'ils ne ratent aucune occasion, malgré les intimidations, à exprimer leur ras-le-bol face aux crimes des occupants. Je crois que le message à retenir ce soir, c'est le message de notre détermination à libérer nos populations qui sont sous les jougs de ces criminels, mais c'est aussi le message de la justice. Peut-être à ces propos, le ministre de la Justice, avant qu'il ne réponde à d'autres questions, il pourra dire un mot sur le sujet, mais je crois qu'il y a une limite. Vous pouvez être inhumain, vous pouvez être cruel, mais vous pouvez à certains égards, par respect pour les morts, observer une certaine limite, et ce n'était pas le cas aujourd'hui, et ce n'est pas surprenant lorsqu'on connaît les pratiques du père. Voilà. Monsieur le ministre. Merci. Je voudrais juste renchérir sur ce que le ministre Mouyaya vient de dire en ce qui concerne le scénario que nous avons vu à l'est du pays. Nous compatissons pour ces morts, dont certains sont nos compatriotes. Mais au-delà de ça, ce qui est plus important, c'est que tous les rapports des Nations Unies, des ONG qui sont crédibles, ont reconnu la responsabilité individuelle et collective des M23 dans ce qui se passe. Il nous revient, et c'est pourquoi j'avais toujours dit que nous avons la souveraineté en matière de justice, et il viendra un moment opportun
que nos juridictions vont se saisir de ces cas. Le fait de faire ces scénarios n'enlève en rien cette responsabilité. C'est ce que nous devons retenir parce qu'il s'agit des crimes imprescriptibles. Imprescriptibles, les crimes de guerre, ainsi de suite. Deuxièmement, sur le plan diplomatique, certaines de ces personnes-là ont été sanctionnées par le Conseil de sécurité, par l'Union européenne. Donc, on a suffisamment de preuves qui démontrent leur responsabilité dans tout ce qui se passe. Mais ce qui est à déplorer, c'est faire un scénario, on a eu des allégations qui sont allés chercher des corps des gens dans les morgues, etc., pour faire cette cérémonie macabre. C'est ce que nous déplorons parce que les morts ont droit au respect. Et c'est important. C'est important parce que ces morts appartiennent aux familles. Et c'est ça que nous allons effectivement faire. S'agissant de la pratique de l'impunité, je pense que je vous ai donné quelques chiffres. Vous savez, j'ai pris fonction seulement en août, le 8 août, et je commence à être opérationnel le 12. Et en quelques mois, nous avons fait un effort de traduire en justice certains acteurs qui participaient dans la chaîne de l'impunité, ainsi de suite. Donc, il y a eu des injonctions, si vous ne savez pas, c'est-à-dire qu'on a référé ces cas qui concernaient le personnel militaire devant la juridiction militaire, les civils, ainsi de suite. J'ai répété ici, j'ai donné un exemple de cette maman qui avait perdu sa maison pendant des années, et nos relations, c'est ça la collaboration avec le barreau, parce que même quand j'étais parti à Kananga, dans les grands Katanga, j'ai eu le même message avec le barreau et je me réjouis que le barreau aujourd'hui a déjà sanctionné un avocat qui participe. C'est la lutte contre l'impunité. Donc c'est une lutte lent et constant. C'est ce que nous allons effectivement faire. Mais je pense que nous avons cette année dit que tolérance zéro. Aujourd'hui, je venais de signer 2 injonctions, dont certains concernaient les cas de corruption dans un ministère. Vous voyez, ça sont des choses qu'on peut éventuellement faire. Deuxièmement aussi, dans d'autres circonstances, vous voyez, je vous donne un exemple. On a voulu déguerpir la police vers la Gombe. Ces personnes-là, donc c'est toujours les cas de corruption, ainsi de suite, donc il y a eu des cas qui veulent le faire. Maintenant, en ce qui concerne la question de Kuluna, j'avais dit il y a quelques mois que la question de Kuluna devait avoir une réponse holistique. La première réponse a été que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières a conduit l'opération Ndobo. L'opération Ndobo a permis d'appréhender presque 500 Kuluna. Et maintenant, nous passons à la phase judiciaire, qui est la phase des audiences foraines. Ça a commencé aujourd'hui. Et si le tribunal estime qu'ils sont condamnés, ils vont effectivement être condamnés. Donc c'est quand même quelque chose d'important, puisque la particularité de ces audiences foraines, c'est que ça passe là où les crimes les plus graves ont été effectivement commis. La troisième phase, c'est qu'une fois qu'ils sont en prison, ce sont des compatriotes. Il faut que nous puissions avoir des programmes pour permettre leur réinsertion. Et aussi s'assurer que ce qui s'est passé, parce que la réalité, certains de ces Kuluna que vous avez vus là-bas avaient été libérés illégalement de la prison de Makala. Et ils sont rentrés, quand ils sont sortis, ils ont commencé à commettre des crimes. Donc je les ai vus, certains d'entre eux, je les connaissais déjà sur ce cas. Donc la justice de la proximité est là, donc c'était la réponse. Deuxième réponse axée à la justice, c'est que dans nos voyages, nous avons remarqué que certaines juridictions, surtout les tribunaux de paix, ne fonctionnaient plus depuis presque 8 mois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de juges. Donc, si la justice ne fonctionne pas, les gens ont d'autres méthodes pour se faire justice. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est que les magistrats qui ont été nommés, ils vont être déployés justement pour répondre à cette désert judiciaire. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, on fait un travail progressif
pour permettre à ce que la justice soit plus proche de la population. C'est dans ce cadre-là que je suis allé à Demba. À Demba, depuis l'indépendance, on m'a dit que c'était la première fois qu'on voyait un ministre à Demba. À Demba, au Kasaï central, à Demba, je suis allé inaugurer un tribunal de paix. Et c'était une fête, parce que les gens ont vu que la justice était maintenant proche de la population. Donc nous allons continuer dans ces efforts pour rendre la justice plus proche de la population, parce que c'est notre redevabilité. S'assurer que cette justice-là a des moyens de dire le droit. Cette justice-là fonctionne à la crédibilité et à la légitimité de la population, parce que les décisions sont rendues, bien sûr, au nom du peuple, mais par le président de la République et à travers la justice. Voilà. Voilà, on va prendre les prochaines questions de M. Éric Izami. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre Nguefa, je voudrais savoir, avant vous, il avait été dit que dans notre appareil judiciaire, il y a aussi l'existence de certains magistrats véreux. Alors, je voudrais savoir si, depuis que vous êtes là, s'il y a eu des enquêtes comme pour le dénicher et déférer devant la justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, comme vous-même vous le dites. Et puis, deuxièmement, je voudrais savoir, parce que, bon, vous avez dit ici qu'il y a certains prisonniers qui avaient été libérés illégalement, mais on note aussi que chez nous, il y a par moment certaines personnes qui ont eu à voler, par exemple, une poule, se retrouvent à Makala. Mais d'autres qui volent des millions, ils sont en train de courir la rue ici. Avez-vous déjà organisé le secteur dans le sens de pouvoir regarder quand même aussi ceux-là pour, par exemple, alléger leur peine, etc. Voilà. Merci. Je pense que quand j'ai pris la parole, je voulais juste donner des chiffres. J'ai dit que 324 magistrats avaient été sous poursuite et certains ont été condamnés et même radiés. Vous voyez, je ne suis pas là pour citer leur nom. Je pense que lorsque j'ai eu la réunion de concertation, puisque nous avons créé un cadre permanent de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature, et là, je peux vous dire avec certitude que le Conseil supérieur de la magistrature a pris 2 mesures, aussi bien disciplinaires que pénales, etc., contre les magistrats véreux, et certains ont été condamnés et ils sont à Makala. Ils sont à Makala. Ça, je pense que c'est un travail qui va être crescendo en termes, et on va être ferme sur les cas effectivement de corruption. Maintenant, la question de ceux qui volent un téléphone ou des millions, donc ça dépend, parce que dans les cadres, par exemple, de Koulouna, ils tuent en volant un téléphone. Oui, ils tuent en volant un téléphone, et tandis que les autres volent 1 million. Et je ne suis pas là pour divulguer les secrets de la justice, les secrets, disons, des interrogatoires, mais je peux vous dire que ceux qui ont volé les millions, il y a des enquêtes en cours. Donc, ce n'est pas à moi. Je dois respecter l'indépendance de la justice. Donc, ce n'est pas à moi de partager avec vous les cas qui sont en cours, puisque la personne peut toujours bénéficier de la présomption d'innocence. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que les cas de corruption qui nous arrivent, on les transfère directement si c'est effectivement établi. Vous voyez, il y a des magistrats, il y a des personnes qui sont en train de racketter les sociétés, même les multinationales, etc. Des cas, des 6 millions, 10 millions, les chantages, etc. Ces cas vont être, disons, peut-être demain, après-demain, vont faire l'objet d'injonctions. Ça, ce sont des efforts que nous sommes en train de faire. Ce que je veux absolument dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est 0 tolérance en ce qui concerne la corruption. 0 tolérance en ce qui concerne la spoliation des biens publics et des biens privés. Et s'il y a suffisamment d'éléments
Et comme aujourd'hui nous avons la loi scellée nous permet aujourd'hui de mettre un terme à ces phénomènes. Parce que ce que peut-être vous ne savez pas, les spoliations concernent aussi bien les ministres que la pauvre maman. C'est tout le monde, c'est vraiment de l'insécurité. Ça crée de l'insécurité pour nous et ça ne facilite pas le climat des affaires. Donc cette loi, c'est une très grande avancée au niveau de la justice et c'est ça qui va nous permettre justement de donner des réponses judiciaires. Sur le plan, pour vous dire, sur le plan international, on est en contact avec certains pays pour que nous puissions rapatrier les fonds de corruption. Les fonds de corruption. Nous allons y arriver par l'entraide judiciaire, etc. Je ferai des voyages à l'étranger justement sur ces questions. Voilà. Voilà. On va prendre les questions de Mme Pascaline Bayo et puis M. Liévin Luzolo se prépare. Merci, Excellence. J'ai une question, deux petites questions, je crois, pour le ministre d'État et de la Justice. Nous avons constaté, ministre, plusieurs cas de ceux d'aucuns qualifiés aujourd'hui d'enlèvement sont signalés dans la ville. Ces cas, pour la plupart, sont exercés contre les opposants et ceux qui critiquent certaines autorités. Vous êtes ministre de la Justice. Êtes-vous au courant de ces enlèvements et arrestations qui interviennent de manière abusive et qu'est-ce que vous faites concrètement? Merci. Ok, merci. J'aimerais d'abord vous dire que je n'aime pas qu'on m'appelle Excellence. Appelez-moi Monsieur le ministre, ça me suffit. Ceci dit, vous savez, nous sommes un État qui a plusieurs corps et qu'il y a la loi. Chaque citoyen qui enfreint la loi doit en répondre. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez absolument faire. Nous avons aussi la loi sur le numérique. Aujourd'hui, les gens se permettent d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi, etc., au lieu de se focaliser sur des faits. Sur des faits, on calomnie les uns, etc. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, et vous devez aussi être conscient que quand vous violez la loi, vous allez faire la loi. C'est ça qu'il faut dire. En ce qui concerne les opposants, nous appliquons la politique du pays dans l'administration de la justice. Nous veillons à ce que ceux qui sont arrêtés, la procédure puisse être légalisée. Si par exemple les gens ont été arrêtés pour suspicion d'atteinte à la sûreté de l'État, etc., il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des détentions administratives. Pour des questions liées aux atteintes à la sécurité de l'État, il y a une manière de mener les enquêtes. Les enquêtes peuvent durer. Mais nous, au niveau de la justice, nous demandons toujours à ce que cette situation puisse être légalisée. Je vous donne un exemple, puisque c'est ce que vous allez... Les généraux, certains, le cas, ils sont maintenant en dolo, après que l'enquête qui a fait longtemps, ainsi de suite, ont été maintenant amenés et ils vont être jugés. Cela. Pour nous aussi, nous sommes les conseillers juridiques du gouvernement, donc notre rôle aussi, c'est d'attirer l'attention, de donner des conseils pour que seule la légalité prévale. Seule la légalité prévale. C'est ce que nous faisons. Les cas qu'on nous dit que voilà, les gens ont été enlevés, non. Quelquefois, des gens ont été arrêtés. Et lorsqu'on mène les enquêtes, certains sont effectivement libérés. Et quand ils sont libérés, ils ne les disent pas. Ils ne les disent pas. Mais nous suivons tous ces cas-là. Mais nous ne pouvons pas nous interférer lorsque les OPJ à compétences restreintes sont en train de mener les enquêtes. Nous attendons et nous allons nous assurer que, effectivement, soit ils sont libérés s'il n'y a pas de preuves, et s'il y a des preuves, que le cas puisse être connu devant les cours des tribunaux. Ça, c'est notre rôle. Merci. Voilà, merci. On va prendre les questions de Liévin Luzolo, puis M. Touver-Rundi se prépare. Monsieur le ministre de la Justice, félicitations pour tout ce que vous avez mis en place comme réforme depuis votre accession à ce ministère. Alors ma question est celle-ci, la première. Êtes-vous rassuré qu'aujourd'hui, avec la promulgation de la loi scellée, que vous plébiscitez tout à l'heure, vous mettrez fin au phénomène folio,
quand on sait qu'il y a des officiers de l'armée, des magistrats et des cadres de l'agent de l'administration publique qui sont impliqués. La deuxième question, c'est par rapport à la fraude minière dénoncée au Katanga. Où en êtes-vous aujourd'hui avec les enquêtes? Et puis la troisième petite question, en vous ayant entendu, je ne vais pas parler de se plaindre, au moins du budget qui est mis à votre disposition par rapport à la grandeur du pays. Vous pouvez nous dire, depuis votre avènement au ministère, quels sont les mécanismes générateurs de recettes que vous avez déjà mis en place? Merci. Voilà. OK. Monsieur le ministre d'État. OK, merci. Je vais commencer par la dernière question. C'est la modicité du budget pour la justice. C'est pour cette raison que dans les réformes, je vais mettre l'accent sur la loi de programmation judiciaire, qui va essayer d'adresser ce que nous avons pu constater. C'est-à-dire qu'il faut que les magistrats puissent travailler dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'un salaire décent, que nous puissions avoir des cours et tribunaux qui remplissent les critères. Vous avez vu, quand je fais des tours, je suis allé voir certains archives, je n'en revenais pas, ainsi de suite. Donc, il y a ces efforts-là que nous devons effectivement faire. Deuxièmement, je pense qu'il y aura, avant que nous puissions arriver à une loi de programmation judiciaire qui va être un parcours des combattants, donc il y aura un fonds judiciaire entre-temps pour que nous puissions suppléer la modicité de ces budgets-là. Et donc, dans certains pays, j'ai participé dans mes anciennes fonctions à ces processus de la loi de la programmation judiciaire. Je pense que nous allons effectivement y arriver. En ce qui concerne les recettes, je crois que depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de la rétrocession des recettes judiciaires. Donc, depuis que je suis arrivé, j'ai demandé à ce qu'on puisse rétrocéder depuis 2022 jusque-là le recette judiciaire pour que ces recettes judiciaires puissent aider dans le fonctionnement de l'administration. Pas seulement les cabinets, l'administration, etc. Vous voyez, ça, ce sont des choses que nous devons faire en essayant de mettre de l'ordre et la rigueur dans la délivrance des documents. C'était pour que les gens, lorsqu'ils payent, ça entre dans la caisse de l'État. Ça n'entre pas dans les poches des gens. Et ça, c'est fini au niveau du ministère. Et je crois qu'il y a des gens qui vont traduire en justice pour avoir fait cela. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est une discussion. Nous sommes un pays qui a beaucoup de priorités. Et pour moi, je vais m'assurer que au moins, nous lançons ces chantiers de la loi de la programmation judiciaire. Quand je ne serai pas là, ceux qui viendront après moi, ils peuvent effectivement continuer. Mais l'essentiel, c'est vraiment de mettre des réformes pour que nous puissions avoir une justice respectable. Maintenant, la fraude minière. La fraude minière, vous savez, la fraude minière, c'est une chaîne criminelle qui implique beaucoup de gens, y compris les militaires. Vous voyez, y compris les militaires. Ce que nous avons fait, c'est qu'il y a eu deux types d'injonctions. Donc, je crois que les enquêtes sont en cours. Et je pense que je suis en train de suivre pour s'assurer à travers l'inspection des affaires judiciaires et pénitentiaires qu'effectivement ceux qui font les enquêtes ont des moyens pour continuer à mener les enquêtes. Et puis, bien sûr, que ça doit donner un exemple puisque ça rassure dans les climats des affaires. Et donc, on va essayer de pousser et pousser. Pour le phénomène Folio, avant, il y avait presque un vide juridique. Donc, il y avait l'irresponsabilité des agents de l'État. Ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire. Par exemple, vous venez, on va mettre... Par agent de l'État, qu'entendez-vous, conservateur? Oui, conservateur des titres immobiliers, tout ce qui travaille dans l'administration foncière, immobilière, etc. Je vais vous donner un exemple. Le phénomène des Michopo. Je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai appris ça pour la première fois ici. Le phénomène Michopo, c'est quoi? C'est que une chaîne, donc le magistrat, l'avocat, le greffier, l'agent, donc ils essayent de soutirer les vrais documents et les remplacer par le faux document. Donc ils vont jusque dans les entrailles. C'est pourquoi on appelle ça le phénomène Michopo. Donc, cette loi va mettre un terme à ça, puisque l'agent qui va faire ça, il sera tenu pénalement responsable. Ce qui n'était pas
le cas avant. Je vous ai donné l'exemple de l'avocat qui a été radié au barreau de la Gombe. C'est déjà quelque chose. Je pense que nous avons aujourd'hui cet instrument important, légal important, qui va nous aider à adresser cette question. Et j'attends de ma collègue Onej de me transférer tous ces dossiers qu'il a qui concernent les phénomènes de Michopo, y compris le ministre de l'Urbanisme. Vous vous rendez compte que dans la ville de la Gombe, Kinshasa, Gombe, la maison, pardon, dans la commune de la Gombe. Dans la commune de la Gombe, la majorité des maisons de l'État ont été spoliées. Alors il faut que nous puissions arriver à récupérer ces maisons de l'État. C'est les maisons de l'État. Quelqu'un qui fait un contrat. Ce n'est pas déjà trop tard pour certains cas? Non, ce n'est pas trop tard. Si la personne prétend qu'il a acquis cette maison parce qu'il a mis 2 millions... Et qu'il dispose de titres de propriété? Oui, titre de propriété, mais nous allons faire une évaluation. Et c'est ça, il faut faire une évaluation. Parce que vous avez vendu à vil prix dans une procédure qui n'était pas effectivement légale. Vous avez mis combien? On va demander. Aujourd'hui, la maison a autant. Vous avez mis autant. Soit vous ajoutez le surplus pour qu'on vous laisse. Mais on va essayer de faire cet exemple. Et je pense que le ministre de l'Urbanisme est en train de faire un travail très colossal, de répertorier tous les cas des maisons de l'État qui ont été spoliées. Parce qu'après tout, l'administration est permanente. C'est quand même notre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre à un moment donné, vous allez profiter du fait que vous êtes ministre de la Justice, vous occupez la maison de la justice et vous devenez par la suite propriétaire. D'abord, il y a un conflit d'intérêts. Ça, il y a un conflit d'intérêts. Et ça aussi, c'est un vide juridique que dans notre pays, nous n'avons pas encore une loi sur le conflit d'intérêts. Et bien sûr, dans ces réformes-là, il y aura une loi sur la corruption qui est sur le chantier. Et nous allons faire en sorte que nous puissions aussi avoir une loi sur le conflit d'intérêts. Parce que le grand problème que nous avons au sein de notre administration, c'est que, bien sûr, indépendamment du code de bonne conduite qu'il y a là-bas, etc., il y a beaucoup de cas de conflits d'intérêts. Et ce sont des conflits d'intérêts qui sont à la base de la corruption, de la spoliation, etc. Donc il faut mettre un terme à cela. Et je pense que dans les réformes que nous sommes en train de mener, nous allons élever. Il y a même un ministre qui a été victime. Il y a un ministre qui a été victime de ces cas de spoliation. Des cas de spoliation, victime. Il essaie maintenant de récupérer cette maison pour que la maison retourne au ministère. Je pense que nous allons y arriver. Voilà, je rappelle que la loi dont vous parlez, c'est la loi numéro 2562 du 30 décembre 2025 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté. La loi qui a été portée par notre collègue Onej Sele. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir parce qu'il est important que nul n'ignore la loi, un peu comme ces principes de droit. Monsieur Touver-Oundi, allez-y pour votre question. Monsieur le ministre, les magistrats sont en formation. Ils viennent de différentes juridictions. Aujourd'hui, peut-on s'attendre que votre essaimage dans les cadres de la justice de proximité, ceux qui sont en train d'être formés auront le bon bagage pour éviter la corruption qui gangrène la justice. Et je voulais terminer par une question d'actualité. Monsieur le ministre de la Communication, vous revenez de Luanda. Vous avez accompagné les chefs de l'État. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le reste attendent le retour de la paix réellement. Qu'est-ce qui a été dit sur le retour de la paix à l'est du pays? Et il s'est dit dans les différents bureaux, entre guillemets, non autrement identifiés, que vous avez parlé du dialogue inclusif à Luanda. Pouvons-nous en savoir davantage? Bon, écoutez, lorsque nous attirons votre attention de manière régulière sur la propagation de fake news et de la désinformation qu'on appelle poison rwandais, vous avez là un bel exemple. Je crois que le président de la République s'est rendu à Luanda le 4 janvier dernier. Nous y sommes retournés aujourd'hui 4 jours plus tard. Et chaque fois que le président de la République est parti, il y a eu une communication de la présidence angolaise et de la présidence congolaise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication qui est très, très, très claire.
le président Lorenzo, qui est président en exercice de l'Union africaine, c'est en cette qualité qu'il a invité le président de la République pour discuter. Vous aviez suivi que le président de la République parlait des propositions qui lui ont été faites par rapport à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous y sommes retournés et vous avez suivi tout à l'heure ce que le président de la République a donné comme réaction, parce que le président Lorenzo, au-delà des initiatives qui sont organisées à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le père, et l'initiative de Doha entre la République démocratique du Congo et le fils M23, en tant que président en exercice de l'Union africaine et au regard de la situation sur le terrain, il a estimé qu'il était important à son niveau de lancer cet appel au cessez-le-feu parce que c'est le point de départ. Que ce soit Doha, que ce soit Washington, c'est une exigence qui malheureusement, dans les faits, n'est pas respectée. Nous connaissons les méthodes du père, nous connaissons les méthodes du fils, nous avons l'exemple d'Ouvira. Et donc, bien au-delà de ce qui est attendu des médiateurs américains qataris, en tant que président de l'Union africaine, il a estimé qu'il était en position de lancer cet appel. Je n'ai pas envie de rappeler son passé, parce qu'il était, avant de devenir président de l'Union africaine, médiateur du processus de Luanda, et que le président de la République, séance tenante, a dit notre disponibilité. Et donc aujourd'hui, il y aura sûrement une suite, parce que le président de l'Union africaine va s'entretenir avec les autres partis qui sont concernés pour voir la suite qui y sera donnée. Ici, ce n'est pas un nouveau processus qui commence, mais c'est un effort, un appel du président de l'Union africaine, et il est en droit de le faire du fait qu'il soit aussi reconnu comme champion de la paix. Ensuite, pour revenir sur la question du dialogue, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes SSC-SENCO avec les équipes des églises portées par l'évêque Eji Bayamapia, et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route, mais que par la suite, il y a une question des séquençages. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, peut-être que vous pouvez avoir la réponse à la question, est-ce que si le dialogue se tient aujourd'hui, nous sommes jeudi, est-ce que demain, vendredi, le Rwanda arrête ses actions hostiles qui durent 30 ans dans notre pays? Parce que puisqu'on parle de dialogue, on peut considérer que Washington, c'est aussi un dialogue avec un médiateur américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, est-ce que si nous nous réunissons dans le cadre de ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo, encore moins de crise de légitimité, parce que le président a été élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille, si je peux me permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc, nous irons dans un dialogue entre Congolais, mais avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'en avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais,
est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez de Goma, vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira, je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples. Mais tous les Congolais qui sont épris de paix, qui sont rattachés et qui pensent que nous devons aller à ces dialogues, qui, je le rappelle, doit se tenir ou se tiendra à Kinshasa, il ne faut pas penser que nous allons nous déplacer dans un quelconque pays pour parler des questions qui nous concernent, si nous sommes, nous tous, Congolais et patriotiquement Congolais. Donc il est important, en parlant de patriotisme, que certains s'assument, bien avant d'ailleurs qu'on arrive à cette échéance. Ce serait d'abord signe de solidarité, signe de respect pour nos morts qui sont utilisés aujourd'hui comme instrument de propagande par les fils qui imitent les pères. Je pense que sur ces sujets, cela doit être bien clair. Et donc, pour terminer sur ce qui s'est fait à Luanda, nous pourrons évidemment revenir lorsque le président Lorenzo nous aura donné les feedbacks des autres parties engagées dans les conflits à partir de Washington ou des Doha, et nous allons voir ce que la suite sera. Voilà, Monsieur le ministre, je m'excuse d'avoir un peu pris plus de temps, mais c'était important de fixer les esprits sur ces sujets. Oui, je pense que c'était aussi important, même sur le plan de la justice. L'agression, c'est un crime international qui a été reconnu par les textes sur le plan international. Et la nature juridique de notre conflit appelle l'application de deux régimes. Donc, il y a comme c'est un conflit interne, ça c'est notre législation qui va faire, mais aussi l'élément extranéité, puisque nous avons la présence des troupes étrangères dans notre pays. Ça veut dire que quel que soit le dialogue que nous allons faire, etc., il y a la redevabilité qui doit être faite en matière judiciaire. Parce que la paix ne peut pas se construire dans l'impunité, surtout pour une guerre qui a duré pendant 30 ans. Donc on ne peut pas sacrifier cette question. Et, je répète, nous avons la souveraineté en ce qui concerne la justice. Donc nous pouvons juger n'importe quelle personne qui commettrait, qui enfreindrait nos lois et qui commettrait des crimes très, très, très graves. C'était juste pour soutenir ce qu'il était en train de dire. Maintenant, en ce qui concerne la question de la formation de magistrats, vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature a organisé une formation de 2500 magistrats qui vont être bientôt redéployés. Et en plus, nous avons un institut national de formation judiciaire. Et l'une des priorités pour nous, c'est une formation continue des magistrats. N'oublie pas que ces magistrats vont être déployés peut-être dans un contexte de conflit, et là, le droit applicable est différent, donc y compris les conventions de Genève, etc. Donc il faut absolument leur donner la pratique. Donc la formation est très nécessaire. Donc on ne va pas seulement former les magistrats, il faut aussi former le personnel judiciaire qui vont les accompagner, le greffier, le secrétaire de parquet, bien sûr, les OPJ et autres, pour que ça soit une formation intégrée. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est confronté au vieillissement du personnel. Par exemple, en ce qui concerne les inspections, les inspecteurs judiciaires et pénitentiaires, nous avons au moins 100 qui sont retraitables. Et il n'y a pas de suite. Donc, il faut absolument que nous puissions arriver, avant de les envoyer à la retraite, il faut que nous puissions arriver à les former, ainsi de suite. C'est pourquoi, à cet égard, ceux qui avaient été recrutés avant, sans respecter les procédures, nous allons reprendre pour que les concours et les tests, pour que les personnes qui vont être recrutées puissent être faits, pas sur une appartenance politique. Non. Il faut qu'ils puissent être
c'est sur la méritocratie, et ce sont des gens qui vont être là pendant 20 ans, 30 ans. Donc, nous avons intérêt à former de façon rigoureuse et de façon très professionnelle le personnel judiciaire. Ça, c'est vraiment une priorité. Et ça, c'est la base de l'état de droit. Lorsque vous avez un personnel judiciaire bien formé, et vous allez éviter tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Voilà, merci. On va prendre la dernière série de questions, Monsieur le ministre d'État, pour terminer cet exercice. Et nous allons commencer par Monsieur John Kanyunyu, Monsieur Blaise Shindani, Madame Nathalie Sekabouoro, et on va terminer par Monsieur Marlon Kachamou. S'il vous plaît, pour vos questions. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai des petites questions. On pourra noter, Monsieur le ministre d'État, comme ça nous allons y répondre en série, s'il vous plaît. Okay. J'ai des petites questions adressées au ministre d'État, ministre de la Justice. Un professeur de l'UNIKIN a malheureusement été tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ici à Kinshasa. Quelles mesures le ministre de la Justice envisage-t-il prendre dans cette affaire-là? La deuxième préoccupation, selon le rapport des experts des Nations Unies, des crimes ont été commis par la FC-23, soutenue par le Rwanda. Il y a aussi dans une autre partie de notre pays des crimes commis par d'autres groupes armés, dont le plus virulent est l'ADF. À Lubero, Beni, Irumu et Mambasa, qui ne semblent pas attirer l'attention particulière du gouvernement et celle de la communauté internationale. Pensez-vous, Monsieur le ministre d'État, que justice sera rendue un jour aux victimes, et quel est votre commentaire sur les récents rapports des experts des Nations Unies sur les crimes commis dans la partie orientale de notre pays? Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Blaise Shindani. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai une toute petite question pour le ministre de la Justice. Ça concerne les deux enfants de votre ancienne collègue de droits humains, Madame Marie-Ange Mouchebekwa, dont les deux enfants étaient tabassés au domicile d'un haut cadre de l'ANR. La dame a porté plainte à l'auditorat militaire, mais depuis qu'elle a porté plainte jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a jamais été convoqué à l'auditorat militaire, et même les éléments de la police commis à sa garde, qui ont commis les forfaits, continuent à travailler sans être inquiétés. En tant que ministre de la Justice, vous êtes au courant du dossier, et qu'en pensez-vous, d'après vous? Voilà, on va prendre Marlon Kachamou. Madame Nathalie, comme c'est en lingala, j'y répondrai à la fin. On va épuiser la série de 3. Ma question est adressée au ministre de la Justice. Quand vous avez commencé votre exposé, vous avez fait allusion au Frivao. Alors, vous avez dit qu'il y aurait, bon, non pas qu'il y aurait, qu'il y a une ancienne autorité qui est aujourd'hui, qui n'est plus en liberté, pour 19 millions de dollars américains. Qui sont les autres personnes qui sont impliquées dans ces dossiers? Pouvez-vous nous aider à les connaître et les citer nommément? Ça, c'est un. Deuxième question, une toute petite question, vraiment. Je reviens sur la question que Mme Pascaline Mbayo a posée ici pour évoquer un cas spécifique. Mais avant, je veux que vous puissiez nous expliquer les mots suivants. Arrêté ou arrestation, appréhender, enlèvement. Pour les cas d'Emmanuel Shadari, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Merci. Voilà. Monsieur le ministre d'État. Ok. Merci pour ces questions. D'abord, je voudrais présenter à la famille du professeur nos condoléances les plus émues, parce qu'il a été tué, assassiné dans les conditions les plus atroces. Ce matin, déjà, j'étais en consultation avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, pour voir quelles étaient les actions que nous devions prendre comme gouvernement. D'abord, il fallait renforcer la sécurité, c'est sa partie. Et donc, il y a la partie judiciaire. Et je pense qu'il y a une injonction qui va être donnée demain pour qu'on puisse ouvrir une enquête. Ça, c'est sûr, demain, ça va être fait, ça ne laissera pas impuni.
Ça ne sera pas impuni. Maintenant, ce qui concerne la question sur... les rapports du groupe d'experts. Le rapport du groupe d'experts. Le rapport du groupe d'experts ne dit rien de nouveau. C'est depuis 30 ans que cela a été fait. Et vous savez que les Nations Unies à Genève, nous étions là avec le ministre Mouyaya pour nous assurer que les Nations Unies mettent en place une commission d'enquête internationale sur la partie est du pays. Et lors de la présentation du rapport qui avait été fait par le Fact-Finding Mission, c'est la mission d'établissement des faits. La mission d'établissement des faits avait déjà indiqué que les crimes graves, les crimes contre l'humanité avaient été commis et attribués à ces éléments-là. Donc, ce qu'ils viennent faire, c'est juste renforcer ce que nous connaissons déjà. Je vous ai dit qu'en tant qu'État, au moment opportun, quand cela viendra, nous allons prendre notre responsabilité pour que, indépendamment de tout ce qu'on dit, dialogue, etc., que la justice fasse son travail. Et la justice fera son travail. Parce que vous savez, il s'agit de crimes imprescriptibles. On peut ne pas les juger aujourd'hui, on peut les juger demain, après-demain, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que les injonctions soient effectivement données. Maintenant, peut-être que, puisque la crise est beaucoup focalisée sur la partie est du pays, je peux vous dire que, aussi bien dans la partie orientale que les ADF, nous avons des ADF qui sont en prison. On connaît leur cas. Les autres groupes, aussi, il y a des enquêtes en cours, mais il ne m'appartient pas à ces niveaux de m'interférer dans l'administration de la justice et de commencer à dévoiler les noms des personnes. Je ne suis pas habilité à le faire. Moi, mon rôle, c'est de s'assurer que la justice va s'exercer et qu'il y a des moyens et qu'il n'y aura pas impunité. Ça, c'est ce que nous allons assurer, et que les personnes qui ont été effectivement les ADF et les autres ne puissent pas être libérées par le jeu de change des prisonniers, etc., etc. Non, ça, c'est notre rôle, et nous allons conseiller le gouvernement dans ce sens-là. Donc, même en ce qui concerne la partie orientale, il y a des gens qui sont arrêtés sur base de ça. En plus, ces gens de la partie orientale, ils envahissent les carrés miniers. Ils commettent encore d'autres crimes, parce que c'est dans les contextes, l'exploitation, la spoliation de ressources naturelles dans un contexte de guerre, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Donc, tout ça est effectivement documenté. En ce qui concerne les enfants de Madame la ministre Moshobekwa, comme vous le savez déjà, qui concerne les allégations liées au service qu'ils avaient, etc. J'ai pris ces préoccupations très au sérieux, puisque j'ai reçu Madame Moshobekwa dans mon bureau, et je l'ai écouté, effectivement, écouter ses préoccupations, et j'ai recueilli les éléments que j'estimais être nécessaires. Puisqu'il avait porté plainte, donc l'affaire est déjà devant les cours des tribunaux, devant la justice militaire. Donc, tout ce que je sais, c'est prendre acte et faire le suivi. S'assurer que la justice va effectivement faire son travail et voir si les faits sont établis et que la personne qui s'est sentie responsable puisse effectivement être condamnée. Donc, il y a ça. Bon, je ne veux pas me donner à un jeu de définition, arrestation, appréhension, etc., etc. Ce n'est pas la politique ici. Si un service qui a un mandat spécifique au niveau de l'État appréhende quelqu'un pour des raisons que moi je ne connais pas comme ministre de la Justice, n'oublie pas que nous sommes en situation de guerre, et que certaines déclarations peuvent enfreindre les lois nationales. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que l'enquête soit menée, et si la personne n'est pas guilty, on le fait. Pour moi, ce qui est plus important, c'est justement de s'assurer que toute procédure est légalisée.
toute procédure est légalisée. Et c'est ça que nous allons continuer à faire. Je sais que pour des sensibilités politiques, on essaie de politiser les cas, mais en tant que ministre de la Justice, je vous assure que je suis ça, puisque j'ai déjà reçu les gens de PPRD qui sont venus parler de tous ces cas, et je les rassurais. Parce que je suis le ministre de la République. Je ne suis pas un ministre d'un parti politique. Donc, j'ai affaire à des compatriotes. Quand ils viennent vers moi, je le reçois, sans égard de leur appartenance politique, tribale ou autre. En ce qui concerne Frivao, ici aussi, donc, il y a eu un premier procès. Pour la première fois, une personne a été condamnée. Les 19 millions ont été retournés. Et je vous rassure que les 19 millions sont dans la caisse de l'État. Ça, c'est une première victoire. Parce que généralement, les gens volent de l'argent, mais on ne récupère pas. On ne récupère pas cet argent-là. C'est quand même une très bonne jurisprudence. Maintenant, il y a la deuxième partie où il y a des allégations qui concernent plusieurs acteurs. Vous savez, dans le cas de Frivao, il y a eu des gens qui ont mis des listes des fausses victimes. Des fausses victimes pour avoir de l'argent. Quelqu'un s'est retrouvé avec toute sa famille dedans, ainsi de suite. Et donc, on a demandé à ce qu'on ouvre une enquête et je signais aujourd'hui une injonction pour que tous ces cas-là puissent être éclaircis. Mais ce n'est pas à moi d'indiquer les noms de personnes. Je dis, voilà les faits qui ont été portés à notre attention et nous demandons au procureur général, au procureur de cassation, de faire son travail. Et c'est important pour nous parce que cet argent, ça fait partie de la crédibilité de notre État. On a eu cet argent en fonction d'un jugement qui a été rendu par une cour internationale. Donc, il faut absolument que cet argent serve aux victimes et que ça ne peut pas servir dans les poches des gens. Et je crois que c'est ça que nous sommes en train éventuellement de faire. Et indépendamment de ça, il y a aussi un autre cas qui a été ouvert par le PGR. Il a ouvert, mais ça fait partie des secrets de l'instruction, donc je ne peux pas entrer dedans. En conclusion, depuis que je suis ministre de la Justice, j'essaie de suivre tous les cas pour m'assurer que la légalité prévaut. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple de tous ces généraux-là qui étaient sous investigation, instruction. Maintenant, ils sont de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, on a légalisé la procédure. Donc, cette procédure a été menée par des OPJ, par des structures qui ont le statut d'OPJ à compétences restreintes. Donc, il peut amener parce que ce sont des domaines assez spécialisés. Et donc, pour nous, nous devons assurer que c'est la légalité. Et d'ailleurs, les procès sont publics. Donc, Ndolo, vous pouvez aller, vous allez voir qu'ils ont droit à leurs avocats, ainsi de suite. Et s'ils sont trouvés qu'ils ne sont pas responsables, je pense qu'ils seront effectivement libérés. Ce que je peux éventuellement dire. Tosi Lisa. Ponangai. Pona ministre Mambi Masembo. Kasi na koyiko tunata mibale. Ya liboso tomoni ete obetaki penza moboko na maimatali kobundisa kanyaka. Kasi soki tokotala penza na mozindo makambo mazali koba. Okoki kotalisa biso penza na molaito na mokuse nini tokoki kosimba mayewana ekomi wapi. Soki koki kotalisa biso yango ya mibale ezali nini? Code de la route yango pe ezali mobeko. Kasi tozali komona ete bakonzi, bino bakonzi. Poza koto sangote okomona immatriculation bofiniki yango. Nzoka nde sengeli emonisama. Nini ope koki kochama na bisika pote yango etosama penza matondo mingi. Bon, ngape na tundio botondi. Kanyaka na lopoto zanini corruption. Je crois que nakoyano na mituna wana soki kulutu azana moelo ko bakisa. Omoni il faut koyeba ke otobenga na lopoto lutte contre la corruption yo mo traduire en na lingala. Bitumba contre hein? Bitu. Eza exercice moko permanent.
Oyo ya motuya et photo lobawa, c'est qu'il y a une volonté d'abord dans les chefs Yamokonzambo Kayemoko pour lutter contre la corruption. Au moins, il est l'homme cannabiso, au-delà de la perception au Batubalo Kamoro corrompu. Mais ils ont un effort ébélé au Tosala Kao Boyebi, ben Bobé Taradisolo Mingite. Les lois qui n'a lobby total depuis 2019. Tilelo, ceux qui botali au Tobenga na lopoto programme Tozaranangona ba FMI Banque mondiale. Jamais tu échoues na moko. Ba programme wane zalaka ba expert wana ba ye, ba tali misolo bozanango. Ba tali pe ba secteur où il faut prioriser. Donc ezaneti n'habite kusugi na kiolo ba ezaneti moi co-gestion d'engete salelaka. Plus on s'améliore, plus on a des appuis. Yango sali ke mbule otozana ba appui ebele. La kisi que nabitumbo ya corruption au-delà de dispositif légal otozali nango, il y a oyobiso to salaka au quotidien. Je crois que le ministre de la Justice pourra peut-être dire 2-3 mots en français pour me compléter. Alors, namotuna na oya suka spécifiquement. Oyo lobi makambu ya code de la route. Tosito le bango awa. Biso ba membre gouvernement. Président Asia Beta Sete na makambu wana. Makambo etali deuxième bande. Makambo etali ba plaque. D'ailleurs, ils ont une instruction moko ba pesa na ba service de sécurité que ba tebele pe ba koma komiko sa neti ba kondi. Il y a une réglementation au ezako salama na niveau ministère intérieur ou eko pekisa batu bachaka ba girofar na mituka. Ozomo na mutu ache girofar azipi ki plaque. Ba mituka o ya biso ba membre gouvernement et yebani. Mutumo pa okyo kenda sombi kaka même mutuka wana. L'air azipi ki plaque ache girofar. Yule romoni okokanisa nini. Yango eza interdiction et salama pona couvrir ba plaque parce que kokipe kozala facteur ya insécurité. Biso toza wa mikolo toza un système azala ekenge mais ceux qui mutu kezo tambola quel que soit mutoza na kati. O mokondi ou pas, ozana droit à kozipika plaque ta. Parce que ce qu'on zipiki plaque et que ça les forfaits barolanda ondeni. Donc nyonso wana ezana maboko. Ministre intérieur, je crois que la mikolozali koya toroyambaye awa poto sala état général et la situation au plan sécuritaire à kokote la biso na moi bozindo po baimboka bayeba que soki mutu akeko tchesa girofar il faut ko pekisaye azana ngondingi sate. Et je pense qu'au niveau du code de la route, il y a des règles autoroutes là pour n'arriver à rebondir. Monsieur le ministre, un petit commentaire sur la corruption. Oui, je pense que vous avez suffisamment donné des éléments pertinents, mais je peux juste ajouter qu'en dehors des cadres légaux, nous avons aussi d'autres structures qui ont été mises en place par l'État. Nous avons l'Agence pour la lutte contre la corruption. Nous sommes en train de mettre aussi en place d'autres structures d'échange. Et récemment, j'avais participé à une conférence internationale à Doha où je suis allé représenter l'État. Et nous avons partagé avec les autres pays les bonnes pratiques qui ont déjà été faites les bonnes pratiques faites dans notre pays dans la lutte contre la corruption. Comme le ministre Mouya l'a dit, c'est un combat de tous les jours. On ne peut pas éradiquer la corruption immédiatement. Donc c'est un processus. Donc on met les bases légales avec les instruments légaux pour qu'on lutte contre la corruption. Et je pense que je l'ai dit, que non seulement qu'à travers la coopération judiciaire, nous allons aussi récupérer le fonds de corruption, les fonds qui ont été acquis la corruption, qui sont à l'étranger. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, on est déjà, on peut parler avec d'autres États d'autres États européens pour que les fonds qui ont été spoliés ici et qui se retrouvent dans leur pays puissent être bénéficiés au peuple congolais. Et nous allons aussi voir à travers, parmi nos voisins, arriver aussi à créer des mécanismes pour éviter l'évasion fiscale, pour éviter tout ce
tout ce que nous avons, le transfert illégal de fonds, etc. C'est pourquoi on met l'accent sur la coopération judiciaire. Donc c'est là où la diplomatie judiciaire joue aussi un rôle important, puisque la majorité des personnes qui spolient les pays, ils n'investissent pas ici, ils investissent à l'étranger. Donc il faut que nous puissions avoir un cadre qui nous permet de rapatrier le fonds dans notre pays. Et je suis certain qu'on va y arriver, puisque d'ici là, nous aurons la possibilité de rapatrier les premiers fonds. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, pour le premier exercice de redevabilité de cette année. On a fait le tour du sujet au niveau du secteur de la justice et vous nous avez donné des indications sur les réformes, mais surtout sur la lutte contre l'impunité, contre les crimes qui sont commis dans l'Est de la République spécifiquement avec cette agression. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir en quelques lignes de vos grandes lignes pour l'année 2026? Bon, je pense que nous allons continuer, nous allons intensifier la lutte contre la corruption. Donc on avait dit déjà tolérance zéro. Nous sommes déjà en programme avec les Fonds monétaires internationaux pour que nous puissions commencer à amorcer les processus de digitalisation de notre administration judiciaire. Les réformes en cours, je vous ai dit que bientôt le président de la République va promulguer l'ordonnance loi portant création du tribunal pénal, économique et financier. C'est quand même un grand... Ce qu'on appelle parquet financier? Oui. Non, le parquet va être rattaché, au tribunal. Donc, c'est quand même des priorités. Nous allons commencer le processus de construction et de réfection des prisons. Donc, c'est aussi une priorité. Et bien sûr, la lutte contre la corruption et la spoliation, maintenant sur base de la loi scellée, ça va être notre priorité. Et nous allons renforcer justement, enfin, la coopération judiciaire, la diplomatie judiciaire, pour que nous puissions, à travers cette coopération judiciaire, défendre mieux nos intérêts, puisque le ministère de la Justice, c'est aussi le conseiller juridique du gouvernement. Et nous avons beaucoup de cas où l'État est assigné quelquefois injustement sur le plan en justice, sur le plan international, etc. Donc nous avons une priorité aussi de défendre les intérêts supérieurs de notre État, et ainsi de suite. Bien sûr, la coopération judiciaire va nous aider aussi de voir comment nous pourrions initier des actions judiciaires contre les personnes qui pensent qu'ils peuvent se reposer dans les pays européens et ailleurs en train de narguer, de commettre en toute impunité les crimes, etc. Et bien sûr, nous allons aussi enfin s'assurer que la loi sur les numériques est vraiment appliquée. Et nous allons nous assurer avec vous, nous avons déjà eu la conversation de l'application de la loi Mouyaya, surtout dans les dispositifs qui concernent le droit des réponses pour éviter que les journalistes ne soient régulièrement traduits en justice. Ce sont les travaux que nous avons commencés qui vont continuer bientôt avec l'application de la magistrature. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité et tous nos voeux le meilleur pour la nouvelle année 2026. Bonne soirée.